Retrouvez pour cette nouvelle édition d'actualité tout de suite les grandes lignes. Le dossier de ce journal est consacré à certaines perturbations du cycle féminin, telles que le surpoids, l'excès de poids dans certains territoires masculins qui sont à la base du syndrome dit polymicrokystique, un syndrome peu connu de plusieurs femmes. Alors de quoi s'agit-il? Élément de réponse à suivre dans un instant. Le 24 février 2013, la RDC, la communauté internationale et les acteurs pays de la sous-région sont engagés à tout mettre en œuvre pour instaurer un climat de quiétude, ce à travers la signature d'un document appelé Accord cadre d'Addis Abeba. 3 ans après, certains textes sont mis en application, mais d'autres peinent jusqu'à ce jour à être appliqués. Kinshasa abrite depuis ce mercredi la conférence sur les investissements dans le secteur privé de la région des Grands Lacs. Plusieurs thématiques seront abordées par les participants, notamment un accent particulier qui sera mis dans le secteur agricole. Bienvenue à tous. Investisseurs et décideurs réfléchissent ensemble depuis ce mercredi autour de l'investissement dans la région des Grands Lacs, des affaires de promotion et de la paix, mais également du développement, des réflexions engagées lors de l'ouverture à la conférence sur l'investissement du secteur privé. Et c'est donc le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui a ouvert ses assises en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le point avec Guinée Kabanougi Fils Matodo. Je déclare ouverte la conférence sur l'investissement. Le go donné, les assises s'ouvrent officiellement. 3 temps forts marquent l'ouverture de cette conférence des investissements sur la région des Grands Lacs dans le secteur privé. La photo officielle avec les représentants des pays membres de la CIRGL. Ensuite, la projection d'un documentaire sur les potentialités économiques de la région et sa disponibilité eu égard aux investissements privés. Enfin, le moment des discours. La RDC, pays hôte, attend de cette conférence une réelle interaction entre les secteurs privés et les décideurs pour la croissance dans la région. J'ai bon espoir que ces assises permettront une véritable interaction entre les acteurs du secteur privé et les décideurs politiques au niveau national, régional et international. Outre la sécurité et la stabilité, Joseph Kabila cerne également la pauvreté comme ennemi au développement. Convaincu que le grand ennemi de la région des Grands Lacs, c'est la pauvreté, base matricielle de conflits récurrents dans la région. Fort de ce que, une fois engagé résolument dans ce processus d'intégration, le développement de la région sera effectivement relancé, la pauvreté vaincue et les conflits éradiqués. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, souhaite à ce que le participant à cette conférence de Kinshasa puisse s'attaquer aux causes profondes. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Président en exercice de la conférence. Le secteur privé, représenté par le président de la Fédération des entreprises congolaises, FEC, a plaidé quant à lui pour une véritable intégration des États de la CIRGL pour une meilleure gestion des ressources naturelles. L'intégration économique de notre région demeure encore aujourd'hui balbutiante, ne serait-ce qu'au regard du volume des échanges commerciaux entre les États ou du niveau de l'investissement transfrontalier. Il faut signaler qu'outre la présence très remarquée du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, cette conférence a connu la participation de tous les États membres de la CIRGL, des assises qui vont se refermer ce jeudi à Kinshasa. Cette rencontre de 2 jours saisir non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute la région, soutient de nombreux participants. Je pose ici sur leur réaction. Nous pensons qu'après tous les efforts qui ont été effectués pour la neutralisation des groupes armés des forces négatives, il est temps maintenant, par la création d'un bon climat des affaires, la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, de faire en sorte d'attirer les investissements dans la région des Grands Lacs et en particulier la République démocratique du Congo.
Si aujourd'hui on a organisé cette conférence, c'est pour que, une fois pour toutes, que nous puissions leur faire voir que nous acceptons l'ouverture, que venez, nous sommes là, vous pouvez investir dans notre pays et nous sommes là prêts à vous accueillir, que de venir chercher par une guerre ou par une force de vouloir s'accaparer de nos ressources naturelles que Dieu nous a données, mais nous sommes là ouverts que nous puissions travailler ensemble. Donc sur le plan stratégique, nous sommes au centre d'une conférence pour laquelle, mais aujourd'hui nous nous disons, on n'est pas fermé, nous sommes ouverts, venez par les voies officielles et vous pouvez investir et travailler ensemble, que vous puissiez vous retrouver, nous aussi nous puissions nous retrouver. Il ne peut pas y avoir de développement dans la région des Grands Lacs s'il n'y a pas de création d'emplois. Et ça, c'est notre spécialité. Nous sommes dans cet accompagnement et nous avons remarqué que aussi bien le président de la République que M. Ban Ki-moon et les autres autorités ont mis un accent très particulier sur l'emploi parce que c'est ça qui crée la richesse et c'est ça qui crée le développement. L'économie ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. Surtout dans la région des Grands Lacs, l'économie de la RDC ne s'arrête pas à Goma. Elle va jusqu'à Bujumbura, jusqu'à Kigali, jusqu'en Ouganda. Donc c'est tout un secteur qui doit se développer et c'est important qu'on... Le secrétaire général des Nations Unies insiste sur la de la nation. La population de la RDC mérite de vivre en paix et en toute sécurité. Je me félicite de l'annonce faite récemment du renouvellement de la coopération entre les forces armées de la RDC et la MONUSCO dans le cadre de la lutte contre les ADF, les FDLR et d'autres groupes armés. Je me suis rendu dans un camp pour 15 000 personnes déplacées dans la province du Nord Kivu. Je suis très ému par tout ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est une leçon d'humilité pour moi. I had the opportunity to meet with the J'ai eu l'occasion de rencontrer le président Kabila. J'ai également rencontré des responsables parlementaires ainsi que des représentants des partis politiques d'opposition et de la société civile. Je les ai exhortés à s'engager dans un dialogue politique constructif, leur rappelant de placer les intérêts de la population au centre de leurs débats. Je les ai également appelés à tout mettre en œuvre afin que les élections soient crédibles, inclusives, conformes à la Constitution. Le respect des droits de l'homme de tous les individus est une condition essentielle à la paix et à la stabilité. Je suis préoccupé par les restrictions croissantes de l'espace démocratique et en particulier celles qui sont imposées aux membres de l'opposition, aux journalistes et aux représentants de la société civile. Et dans un tout autre registre, évaluation du processus de Kimberley en RDC, une délégation se trouve actuellement en mission de travail à Kinshasa depuis le week-end dernier. Il s'agit donc pour ces dernières de s'enquérir de l'état actuel de la mise en application des différentes clauses de cet accord, notamment sur le processus de certificat des diamants bruts. Et déjà, elle a échangé avec le ministre des Mines, le comité de gestion de la CESC, mais également la direction des mines et bien d'autres partenaires. La République démocratique du Congo est comptée aujourd'hui parmi les grandes nations productrices de diamants artisanaux alimentant le marché mondial de pierres précieuses. Le processus de Kimberley, qui fait suivi de la certification du diamant dans le monde, a dépêché une délégation à Kinshasa pour une mission de 5 jours. Question d'évaluer et faire un état de lieu de ce secteur. L'objectif est d'évaluer et faire l'état de lieu du secteur diamantaire de la RDC, voir les progrès qui ont été enregistrés depuis la dernière visite, quels sont les changements qui ont occurru du point de vue cadre institutionnel et légal, et puis faire aussi l'état de lieu de contrôle interne. Reçu par les autorités congolaises,
Ce processus espère une validité de mesures prises par les autorités pour évaluer l'industrie du diamant en RDC. Et puis cette formation dispensée par l'équipe de Médecins sans frontières aux logisticiens de cette ONG internationale durant 2 semaines. Ces apprenants seront outillés dans le cadre du projet Pôle d'urgence Congo qui vise à répondre aux urgences dans des cas d'épidémie ou encore dans des situations humanitaires critiques, particulièrement dans 17 provinces sur les 26 de la RDC. Patricia Panzo-Blaise-Mwangi pour le reportage. Les logisticiens de l'ONG médicale Médecins sans frontières sont en formation théorique et pratique sur le scénario de vaccination. Une formation organisée dans le cadre du projet Pôle d'urgence Congo qui vise à répondre aux urgences en cas d'épidémie ou des situations humanitaires critiques. Des situations de terrain qui nécessitent des équipes bien formées et qui s'adaptent à la stratégie d'intervention. La logistique, c'est un peu l'huile dans le moteur d'MSF. On fait en sorte que toutes nos équipes médicales ils peuvent fonctionner et on graisse la machine avec toute notre équipe. Voilà, c'est toujours des équipes assez diverses, mais c'est très difficile à prévenir qu'est-ce qu'on va avoir pendant cette année. Un programme très ambitieux car il permet à ces hommes de terrain de contribuer à la réduction de la mortalité et la morbidité en RDC. Mais les activités médicales, elles ne sont rien sans un support logistique très important. Dans différents domaines, que ce soit le transport, l'eau, la sanitation, comme la journée que vous voyez aujourd'hui, et d'autres aspects. Et donc c'est extrêmement important de bien former les logisticiens qui travaillent avec nous, parce que la capacité des médicaux d'être à côté des patients, elle dépend en énorme partie de la capacité des logisticiens d'amener le matériel ou les médicaments sur place. Plusieurs modules sont abordés dans le WhatsApp, entendez par là l'eau en milieu sanitaire. Là, nous sommes en train de faire une simulation d'approvisionnement en eau du captage au point de distribution, c'est-à-dire de la rivière au centre de santé ou bien dans un hôpital. En eau, on ne peut pas administrer le médicament aux malades, il n'y a pas l'hygiène au niveau de l'hôpital. C'est ainsi que cette activité est vraiment très nécessaire et je peux dire dissociable aux activités médicales. Cette activité était également une occasion pour MSF de donner les chiffres des grandes réalisations 2015 de Pôle d'urgence Congo. Allez, direction à présent la ville de Lissala dans la nouvelle province de la Mongala où la commissaire spéciale a lancé ce mercredi en avant-midi les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la contrée, mais aussi la remise à flot du bac de Lissala qui était immobilisé au quai depuis plusieurs années. Les commissaires spéciaux de la Mongala, Marceline Mondiba, accompagné de Michael Sakombi, commissaire spécial adjoint en charge de l'économie financière et développement, a procédé les mardis derniers au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Lissala, la capitale de cette nouvelle province. Sous l'aide de la population venue assister à cette activité et qui avait réservé un accueil chaleureux aux autorités. Coupure du ruban symbolique. Marceline Mondiba va par la suite lancer les travaux en montant à bord d'un engin lourd. Le cortège se dirige ensuite vers le centre-ville de Lissala en longeant l'avenue Aérodrome sous les ovations d'une foule immense dont des femmes avec des bidons d'eau vides sur la tête pour solliciter une intervention des autorités en vue d'une baisse sensible du prix des bidons d'eau qui revient à ces jours à 250 francs, jugé trop cher. Autre activité du jour, et pas le moindre, au grand bénéfice de la population de la contrée, c'est le lancement officiel du départ du bac Lissala, immobilisé au quai depuis plusieurs années. Des suites d'une panne, il a été remis en état de marche par l'exécutif provincial sur fonds propres. Coupure du ruban symbolique. Je voulais annoncer à l'ouverture de cette édition d'actualité, c'était le dimanche 24 février 2013 que la RDC, la communauté internationale et certains autres acteurs de la sous-région s'engageaient à travers les textes légaux dénommés l'accord cadre d'Addis Abeba à promouvoir la paix dans cette partie du continent africain. C'était donc là le fruit d'intenses travaux accomplis par les différents participants à ces assises et des engagements étaient donc pris par les signataires pour contribuer au rétablissement de la sécurité. Le récit avec Gabriel Minkoubou. Ce texte constituait l'accord cadre pour la paix
la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Au-delà des progrès réalisés en matière sécuritaire à l'est de la RDC, le pays continuait à vivre dans des cycles de conflits récurrents et des persistances de la part de groupes armés tant nationaux qu'étrangers. Les principes énoncés à chacun des signataires constituaient des engagements pris dans le domaine divers, notamment pour le gouvernement de la RDC, à approfondir la réforme du secteur de la sécurité en particulier en ce qui concerne l'armée et la police, consolider l'autorité de l'État dans l'est de la République démocratique du Congo en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, promouvoir le développement économique au sujet de l'expansion des infrastructures et de fourniture des services sociaux de base, promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, la réforme des finances et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Pour la région, il s'agissait d'un engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégrité économique avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Le Conseil de sécurité resterait saisi de l'importance d'un soutien à la stabilité à long terme de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. Un engagement renouvelé des partenaires bilatéraux a demeuré mobilisé dans leur soutien à la République démocratique du Congo et la région. Et la région, avec des moyens appropriés pour assurer la durabilité de ces actions sur le long terme et d'appuyer la mise en œuvre de protocoles et de projets prioritaires du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. La République démocratique du Congo, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la communauté internationale travailleront de façon synchronisée afin de promouvoir ces principes. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu, les notables de la tribune Andé réfléchissent depuis ce mardi sur les voies et moyens de rétablir la quiétude dans cette partie du pays. Réflexion faite donc à travers l'atelier organisé par le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. C'est donc le gouverneur de province qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Venus de Beni, Lubero, Kinshasa, Butembo et Goma, ces notables nandais issus de l'opposition et de la majorité séparent sans tabou pour tenter de trouver la solution à ce qui se passe à Beni et au sud de Lubero. Ouvrant ses travaux, le gouverneur de province Julien Paluku a appelé les participants à se dire toutes les vérités pour que Lubero Sud et Beni retrouvent cette fois-ci la quiétude. À la question de savoir pourquoi ces travaux se tiennent à Goma, pourtant les massacres se déroulent à Beni, le cordon de Sepado explique. Nous avons estimé réfléchir au chef de la province pour que les uns et les autres se rencontrent parce que c'est même leur territoire. Mais aussi, cette énième expérience, nous estimons qu'elle ne va pas être une expérience de trop. D'autant plus que toute le fois que le problème perdira, la notabilité ne va pas se fatiguer de s'asseoir. Pour certains participants, ici pas de couleur politique, seule la paix fait la une. Nous avons 145 territoires et nous sommes mal vus par même nos collègues au cabinet du chef de l'État. C'est 145 territoires, pourquoi chez vous seulement? Vous n'avez pas honte, monsieur. Et chaque fois qu'on m'appelle pour des réunions de ce genre, je viens vite pour en savoir un peu plus. Et il n'y a personne de normal qui peut vouloir que la paix ne revienne pas parce qu'il est de l'opposition ou bien de la majorité. En ce qui concerne la question sécuritaire, nous sommes tous unis et nous formons un bloc. Et toujours dans la ville de Goma, sachez que le Rassemblement des Congolais pour une nouvelle vision, parti d'opposition, dit scientifique, soutient la tenue du dialogue inclusif initié par le chef de l'État. Son président fédéral a fait savoir, c'est au cours d'une déclaration qui était lue devant la presse. Viva! 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 C'est sous ce slogan de soutien au dialogue que ces Gomatraciens ont pris connaissance du RCNV, le Rassemblement des Congolais pour une nouvelle vision, ce mardi dans une matinée politique. Ce nouveau parti de l'opposition dite scientifique qui vient s'implanter au Nord Kivu prône le rationalisme et non tout critiquer
comme les font d'autres opposants, a déclaré son vice-président national. Mais la population, naturellement, c'est elle dont nous avons besoin actuellement. Mais est-ce que la doctrine du parti consiste à vous appeler demain à aller manifester, à aller dans la rive pour détruire le peu d'infrastructures que nous avons construites? Allez, retour à Kinshasa. Je vous emmène cette fois-ci à la découverte d'un marché, d'un des plus populaires de Kinshasa. Il s'agit du marché de la liberté Musée Laurent Désiré Kabila, un marché assez particulier au regard des différents produits qui sont vendus, mais aussi de son état salubre. Ce marché urbain est fréquenté par des milliers de Congolais vivant à Kinshasa et ailleurs, attirés notamment par la salubrité et la sécurité qui y sont assurées. À bien observer les milieux qui nous abritent, on ne peut que se sentir à l'aise. Même quand il pleut, nous sommes dans l'abri. Merci à l'autorité pour cette œuvre. Le marché de la liberté est organisé de telle manière qu'au sein du marché, on a créé un service de l'assainissement et salubrité. C'est tout à fait normal que la gestion des déchets soit notre ami, s'il faut le dire ainsi. Nous nous occupons de cette gestion. Les vendeurs à leur tour participent à ce travail en donnant 100 francs journalièrement. Avec ses 21 pavillons, un vaste parking, un salon d'écoliers ponctuel, le marché de la liberté est une véritable source de revenus qui contribue depuis plus d'une décennie au développement socio-économique des foyers des vendeurs. Musée Laurent Désiré Kabila a érigé le marché de la liberté pour nous qui sommes de la Tchang. Je suis un blessé de guerre démobilisé. C'est grâce à cette activité que je paie les études de mes enfants. Au début, on voulait surtout l'échange au niveau des produits vivriers, au niveau des denrées alimentaires de première nécessité. D'où la création du parking interrégional et du parking de l'autre côté de produits agricoles, en provenance de Bandundu essentiellement, ça c'était au début. Mais maintenant le Kasaï est pas mal aussi desservi. Donc on a des produits qui viennent du Kasaï, et les gens voyagent jusque là-bas et c'est vraiment un parking de personnes et de biens et de produits. Construit sur plus de 20 hectares carrés, le marché de la liberté, Musée Laurent Désiré Kabila, est un symbole de la révolution du 17 mai, voire un pôle de développement en faveur des modestes familles. Grâce au marché de la liberté, les banlieusards, si vous voulez les appeler, même ici c'est la Tchang ou les Changmen, ils ont maintenant un repère de développement, un repère de modernité, un repère de quelque chose, une structure qui les relie à un idéal d'un district justement un peu plus développé. Pour préserver cette propriété et la quiétude qui règne, l'administration mobilise des équipes pour l'assainissement, mais les efforts doivent de plus en plus être mobilisés au-delà de la seule contribution des usagers. Demain, le marché sera buté à cette difficulté-là au niveau de la salubrité. Il faut qu'on ait des engins semi-industriels pour maintenir propre ce marché. Toutefois, mais l'équipe est là et on a quand même pas mal d'agents au niveau de ce service-là. Le marché de la liberté dispose en outre des espaces verts assainis et ouverts au public, par où touristes et curieux posent pour immortaliser leur passage à Kinshasa. Aujourd'hui, quand vous allez dans les provinces avoisinantes, même plus loin, même en Europe, il y a des diasporas qui ont des photos chez eux prises au marché de la liberté. Initiative de Musée Laurent Désiré Kabila, le marché de la liberté bat le record de trophées et prix d'excellence qui démontre la qualité d'une gestion qui fait l'unanimité. Actualité en dehors de nos frontières, c'est désormais officiel. Blaise Compaoré, ancien président burkinabé, a acquis la nationalité ivoirienne. Son décret de naturalisation a été signé de la main du président Alassane Ouattara. L'ancien président de Burkina Faso, je le rappelle, est exilé en Côte d'Ivoire depuis qu'il a été chassé au pouvoir. Il devrait donc échapper du coup à la justice burkinabé.
Cette naturalisation intervient seulement un mois après l'émission d'un mandat d'arrêt international par la justice Burkina Faso contre Blaise Compaoré, l'ancien président du pays. Celui-ci est inculpé pour son rôle présumé dans l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, en 1987, lors d'un coup d'État qui lui porta au pouvoir. De plus, il est impliqué d'attentats contre la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. C'est dans un décret numéro 2014-701 faisant qu'une vingtaine de lignes signé par le président ivoirien Alassane Ouattara qui a annoncé sobrement que suite à sa demande, Blaise Compaoré, né en 1951 à Ouagadougou, est naturalisé ivoirien. Le décret suivant annonce lui la naturalisation de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé. Les textes sont datés du 17 novembre 2014, soit à peine plus de 15 jours après la chute de l'ex-chef d'État et son exil à Abidjan. Mais ils sont entrés en vigueur au lendemain de leur publication le 18 janvier 2016. Les autorités ivoiriennes ne souhaitent pas commenter ces informations. Blaise Compaoré devrait donc échapper à la justice du pays qu'il a dirigé pendant de longues années. Étant donné les liens d'amitié entre Blaise Compaoré et Alassane Ouattara, une extradition semble peu probable. Après cette naturalisation, elle est encore moins. Une nouvelle qui fait débat à Ouagadougou. Si certains partisans de l'ancien président n'y voient aucun inconvénient, d'autres par contre, ses adversaires qualifient cela d'un acte honteux de celui qui a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans. Perturbation du cycle féminin, surpoids, excès de poils dans des territoires dits masculins. Tous ces signes peuvent être la cause du syndrome polymicrokystique. Cette maladie est connue des femmes congolaises. Élément de réponse dans ce dossier que signe Patricia Panzo. La physionomie d'une femme est modelée que l'œil avertit le taxe de produits finis. Le corps de la femme semble arrondi à des endroits spécifiques pour lui procurer plus de charme. Mais les exceptions ne pourraient pas manquer et les causes sont à chercher dans les hormones. C'est alors qu'on parle de perturbation hormonale. Les troubles peuvent perturber le cycle féminin jusqu'à déranger les menstruations. Quand on a posé la question pourquoi à chaque fois ils ont 2 mois, ils ont bimébélé, pourquoi comme ça? C'est parlant de Atinda Kingana Sala. J'avais un cycle très perturbé. J'ai passé 3 mois, voire même 5 mois sans menstruation. Après consultation par le médecin et la prise de médicaments, tout revenait dans l'ordre. Mais plus tard, c'était la case de départ. Le médecin m'a recommandé des examens approfondis. Je suis sous cure et espère que mon cycle se normalise. Parmi les signes des perturbations hormonales, il y a la poussée de la barbe chez les femmes. Normalement, la femme a un peu d'hormones masculines, des androgènes. Elle sécrète parce qu'elle a besoin de ça pour pouvoir avoir des poils. Et ça, les androgènes ont un certain rôle chez la femme. Mais le problème, c'est lorsqu'ils sont en excès. Lorsque les androgènes sont sécrétés excessivement, ils empêchent l'ovulation chez la femme. Ils interfèrent avec l'ovulation, avec comme conséquence l'infertilité, avec comme conséquence les signes que j'ai cités avant, les règles trop espacées ou l'absence totale des règles. Celles qui acceptent en font un motif de fierté. Ma barbe n'est pas une maladie, c'est une fierté. J'ai même souhaité en avoir comme un homme. La barbe ne me gêne nullement. Je n'ai jamais connu des complications pour concevoir. J'ai toujours accouché sans problème. Loin d'obtenir l'unanimité, d'autres femmes qui portent la barbe en sont gênées. Ça me gêne. Je n'arrive même pas à porter un décolleté, même quand il fait chaud. Parce qu'avoir des poils sur la poitrine est un motif de dérangement et ça attire le regard de plusieurs personnes. Comme tout problème de santé, seule la médecine peut déterminer les effets de perturbations hormonales après le diagnostic. Et à chaque cas, un remède est proposé. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis.